pour ceux qui sont déjà arrivés, voilà quelques règles qu'on met en place pour que la présentation soit agréable pour tout le monde. Ça veut dire par là que vos micros et vidéos sont coupés automatiquement. Cela permettra d'éviter toutes les interférences. Vous allez trouver aussi sur le haut à droite euh, un petit sigle qui va vous permettre de poser des questions. Je vous propose qu'on essaie d'y répondre en fin de présentation, en regroupant l'ensemble des questions, vu que ça sera plus simple. Et pour votre information, cette visio donc, est enregistrée, bien évidemment, et vous sera envoyée dès demain sur les mails que vous nous avez donnés. Donc, micro et vidéo coupés. Question dans le petit logo en haut à droite. Si vous en avez au cours de la présentation, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et vidéo enregistrée de façon à vous l'envoyer dès demain. Donc, Joanne, on y va? Oui, je pense que là, la grosse vague, personne est arrivée. Après, on les fera rentrer en cours de webinaire, mais tu peux commencer. Allez. Donc, bienvenue à tous. Les quelques règles, je les redonne au dernier arrivé. Donc, micro, vidéo coupée, questions en haut à droite, auxquelles on répondra à la fin. Et la visio totale de ce replay vous sera envoyée dès demain par email. Le sujet abordé aujourd'hui sur la fertirrigation va aborder plusieurs points. Le premier, je vais vous dire qui est ICL, ce que l'on peut essayer de vous apporter au niveau de notre savoir-faire israélien en matière de fertirigation. On rentrera dans le vif du sujet ensuite en rentrant dans les besoins de la vigne et à quoi sert la fertirigation. Ça sera suivi justement des spécificités de la grande région sud, on va dire, au niveau du sol et au niveau de l'eau. Ces spécificités vont ou nous orientent vers un type d'engrais soluble à utiliser et je vais vous donner les détails. Ensuite, ces détails iront un peu plus loin jusqu'à vous proposer des plans de fertilisation qui seront bien évidemment à adapter suivant vos exploitations. Et on finira par un sujet un peu particulier, parce que bien évidemment, si on veut passer des engrais dans les gouttes à gouttes, enfin dans le système d'irrigation, il faut que le système d'irrigation, on puisse le garder propre. Et on a un produit en particulier qui peut rendre de grands services à ce sujet-là, sans prendre de risque pour l'utilisateur. Et je vous en parlerai à la fin. Donc, une diapo juste sur ICL. Donc, ICL est une entreprise israélienne qui est spécialisée dans la nutrition de précision. ICL ne fabrique pas que des engrais, bien évidemment, mais c'est la majorité de son activité mondiale. La grande différence d'ICL par rapport à d'autres, c'est qu'on est propriétaire d'une grande partie des matières premières que l'on produit. À savoir, on a 4 sites d'extraction au niveau monde. Un qui se trouve dans le désert du Negev en Israël où on extrait de la roche phosphate de façon à produire du phosphore qui rentre dans la composition de nos engrais. Un gros site que vous pouvez voir à travers Google Maps ou si vous allez sur Israël et que vous descendez sur la mer Morte, vous allez voir tous les bassins de décantation que vous trouvez dans le sud de la mer Morte et qui donc sont une partie des exploitations d'ICL où on extrait de la potasse, de la magnésie, du brome et d'autres éléments. Un autre site plus proche de nous est en Espagne, est une mine de chlorure potasse par exemple que l'on trouve à 80 km au nord de Barcelone où on extrait du chlorure potasse. Et il y a un dernier site
où l'on extrait un minerai un peu particulier qui contient à la fois de la potasse, de la magnésie, du calcium et du soufre qui se trouve au Royaume-Uni. C'est une mine qui se trouve, pour votre information, à 1500 mètres de profond et où on extrait ce minerai un peu particulier. Donc ces minerais-là sont la base d'une multitude d'engrais, alors qui peuvent être à la fois des engrais solubles, mais aussi des engrais granulés, etc. 52 usines dans le monde, dont 7 usines qui fabriquent des engrais solubles et enrobés, et 23 centres de recherche qui travaillent notamment sur la nutrition des cultures, mais aussi sur d'autres consommations, on va dire, de ces éléments-là, à savoir phosphore, potasse, magnésie, etc. À partir de ces éléments-là et d'autres, on a un ensemble de produits qui sont proposés aujourd'hui au marché, donc à savoir des engrais à utiliser au sol, par exemple, avec différentes spécificités. Une des spécificités des trois marques que vous voyez là, ce sont des engrais à diffusion programmée. Ça veut dire qu'on vient encapsuler certains éléments de façon à ce qu'ils se libèrent doucement dans le temps. Ensuite, des gammes d'engrais foliaires, par exemple. Donc foliaire poudre soluble, donc le plus concentré qui puisse exister, et aussi des engrais foliaires liquides prédilués. Et bien évidemment, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ce sont des engrais qui servent à être utilisés dans les gouttes à gouttes, donc avec différents produits et qui ont des spécificités différentes. Donc avant de rentrer dans le sujet proprement dit, je voulais faire un petit préambule parce qu'on me pose souvent la question, ok, c'est bien, on a le goutte à goutte, mais on ne sait jamais combien de temps il faut arroser, quand apporter, etc. Déjà, combien de temps il faut arroser? Le combien de temps il faut arroser se résume plutôt par une observation. Ça veut dire quoi? Si on a, si on n'a pas de sonde tensiométrique, c'est-à-dire des sondes qui sont plantées dans le sol et qui vont vous dire si votre sol est assez humide ou pas, pour faire simple, on peut regarder la croissance de la vigne. Donc, pour regarder simplement la croissance de la vigne et donc voir si votre vigne a soif ou pas soif, hein, pour faire simple, on va dans une vigne, on regarde un endroit qui est à peu près représentatif, donc évidemment pas sur le bord euh, ou la périphérie. On regarde, on choisit une trentaine de rameaux et on regarde la position de l'apex par rapport aux deux dernières feuilles. Donc ça veut dire qu'on prend les deux dernières feuilles, on les replie sur elles-mêmes comme ça, comme vous le voyez sur le schéma, et on regarde. Et on regarde de façon à voir quoi? Si ces deux premières feuilles, quand on les replie, sont plus courtes que l'apex, c'est-à-dire qu'elles ne viennent pas recouvrir l'apex, dans au moins 50% des cas, c'est-à-dire au moins 15 rameaux qui ont l'apex devant, on considère que la vigne n'a pas de contrainte hydrique. Ça veut dire que votre vigne n'a pas soif. Par contre, si on se retrouve à replier les deux feuilles et on vient cacher l'apex, au moins dans 50% des rameaux qu'on observe, on est en début de contrainte hydrique. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il faut, évidemment, si vous avez le goutte à goutte, hein, si vous avez l'eau, il faut impérativement lancer une fertirrigation, une irrigation. Pour ne pas tomber dans le cas extrême, c'est-à-dire où là, on vient recourber les deux feuilles et l'apex est en deçà des deux feuilles. Et là, ça veut dire qu'on est en stress hydrique prononcé. Et là, on a déjà engendré, au niveau du rendement de la vigne, sûrement un impact. Et on ne reviendra pas malheureusement en arrière. Donc, essayez de garder en tête ces deux stades-là qui vont vous permettre de vous dire quand il faut arroser ou commencer d'arroser pour éviter de tomber dans le troisième cas. Ça, c'était un petit rappel. On va passer maintenant au sujet proprement dit, donc la fertirrigation de la vigne et ses besoins. Alors, la fertirrigation, déjà,
Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aujourd'hui le moyen le plus efficient, le plus efficace pour amener de l'engrais de façon localisée et surtout pour ajuster les apports aux besoins des stades de la vigne. Pour faire simple, une vigne, elle n'a pas les mêmes besoins quand on se trouve avant floraison, par exemple, ou à véraison. Donc l'avantage de la fertilisation, c'est qu'on peut justement s'adapter, adapter les besoins de la vigne au moment où elle en a besoin. Amener de l'azote quand il faut, amener du phosphore quand il faut, amener de la potasse quand il faut, etc. Et amener surtout ce ratio de façon différente. Alors l'intérêt, il est relativement simple, hein. Le premier intérêt, c'est d'optimiser les rendements. Aujourd'hui, avec des prix de vin rouge, par exemple, qui sont relativement bas ou très bas, la seule façon d'arriver à faire un revenu à l'hectare, c'est d'augmenter les rendements. La fertilisation permet de le faire relativement facilement. L'autre chose, sur des cépages un peu difficiles, on peut, par l'adaptation de la fertilisation, optimiser la noison ou optimiser la maturation. On peut jouer sur la qualité des mous. On peut corriger ou même prévenir des carences. Quand on sait qu'une vigne, elle a toujours une carence en magnésie liée par exemple à son porte-greffe, et ben on peut éventuellement lui amener un peu plus de magnésie. On peut réguler ou augmenter sa vigueur, par exemple. Donc voilà tout l'intérêt de la fertirrigation, c'est d'amener les éléments au bon moment en fonction du stade de la vigne. Alors, pour couvrir les besoins de la vigne, déjà c'est relativement complexe, c'est-à-dire qu'on a déjà les éléments disponibles dans le sol, on a les éléments qu'on va amener par l'eau d'arrosage, parce que les eaux, que ce soit les eaux de forage, les eaux du Barrhône, etc., elles amènent des éléments qui ne sont pas négligeables. Ensuite, on va pouvoir faire des compléments d'engrais au sol, par exemple. On va pouvoir faire des compléments dans le goutte à goutte et éventuellement, on peut faire des compléments en engrais foliaire. Donc voilà les principaux vecteurs par lesquels on peut amener des éléments à une vigne. On va rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'une vigne peut avoir des consommations en éléments qui sont complètement différentes de l'une à l'autre. En azote, ça peut varier de 20 à 90 unités hectares. En phosphore, de 6 à 40. En potasse, de 24 à 100. En calcium, l'élément dont on parle pas souvent, de 56 à 100. Et magnésie, de 11 à 32. Alors vous voyez qu'il y a une grande variabilité, mais qui dépend, en fin de compte, vous allez voir, de différents paramètres. Alors ces paramètres sont les suivants. Le premier est le rendement. On va aller dans le détail après. Ensuite, il y a aussi la relation entre le cépage et le porte-greffe qu'on a choisi. Ça aussi, au niveau de la potasse notamment, la magnésie un peu moindre, mais la potasse, ça peut avoir une influence particulière. Ensuite, il y a les stades, bien évidemment. Comme je disais précédemment, une vigne ne va pas du tout consommer la même chose à des Bourmands, par exemple, que à Véraison. Et bien évidemment, il y a des facteurs qui sont climatiques sur lesquels il est plus difficile d'agir. Voilà les 4 principaux facteurs influençant le besoin en éléments d'une vigne. Et évidemment, nous concernant, on a la problématique, notamment dans le grand sud-est ou le sud de la France, la problématique des sols calcaires à pH élevé. Et donc ça, on est obligé d'en tenir compte si on veut que les éléments que l'on va apporter soient pris de façon correcte par la plante. Alors si on revient au rendement, alors le rendement, pour faire simple, toutes ces données-là, ce n'est pas ICL hein, qui les a produits, hein. On a de la chance parce que la vigne a été très très bien étudiée dans le détail et aujourd'hui, ça nous permet justement d'ajuster toutes les fertilisations de façon précise. Alors prenons 2 exemples. Par exemple, vous voyez qu'en bas, c'est le rendement en hecto-hectare et sur le côté, c'est le besoin en unités hectare, en kilos par hectare. Si on se met à un rendement de 50 unités, de 50 hectolitres, et un rendement à 100 hectolitres, on va comparer. Alors, par exemple, sur l'azote, vous voyez qu'une vigne à 50 hectos, elle consomme 30 kg d'azote.
et à 100 hectos, elle va consommer 70 unités d'azote hectare. Donc vous voyez qu'en fonction du rendement de la vigne ou du rendement que l'on veut viser, on va être obligé d'adapter la quantité d'éléments de façon à pouvoir répondre aux besoins de la vigne. Si on prend l'exemple de la potasse, alors vous voyez que je l'ai transformé de K en K2O pour que ça parle au niveau engrais, parce que les engrais, on parle vulgairement de NPK, mais en fin de compte, c'est en oxyde, donc c'est N, P2O5, K2O. Donc 60 unités de potasse consommées à 50 hectos pour 90 unités consommées à 100 hectos. Pour le phosphore, par contre, le phosphore est un élément qui est moins sensible au rendement. Vous voyez qu'à 50 hectos, on est à 46 unités de phosphore. Et à 100 hectos, on est à 57 unités de phosphore. Donc vous voyez que malgré que le rendement soit doublé dans ce cas-là, la quantité de phosphore consommée par la vigne est moins sensible à ce rendement. Donc ça, c'est au niveau des trois principaux éléments. Si on regarde un élément dont je vous ai parlé juste avant, le calcium. Alors le calcium, par exemple, vous voyez qu'à 50 hectos, on en consomme 70 unités et à 100 hectos, on en consomme 100 unités, alors qu'on en parle rarement. Magnésie, par contre, c'est un peu comme le phosphore. Magnésie, quel que soit le rendement, la courbe est relativement plate et la consommation d'une vigne est relativement, je dis bien, faible. Donc ça, c'est sur le rendement. Vous voyez que le rendement influence fortement la consommation des éléments. Ensuite, il y a les cépages et leurs besoins. Encore une fois, ces cépages ont été bien étudiés et ils ont été classés par des cépages qui ont plutôt des forts besoins en magnésie, comme ici, donc où on retrouve les rôtes, les grenaches, les cabernets, les viogniers, les sauvignons, etc. Ou alors, vous avez des cépages qui sont à fort besoin en potasse, comme le carignan, le merlot, etc. Et donc, ces cépages-là, euh, on a dû les adapter euh, on a dû les adapter par rapport notamment au porte-greffe. Ça veut dire par là qu'un cépage qui va bien absorber la potasse, on va essayer, non, un cépage qui va mal absorber la potasse, par exemple, on va essayer de lui associer un porte-greffe qui sera capable de fournir facilement de la potasse. Donc, alors, il faut faire attention parce que généralement, quand on met un porte-greffe qui absorbe bien le potassium, on va créer en fin de compte une carence en magnésium, hein, vu que les deux éléments sont antagonistes. Et inversement, c'est la même chose, les porte-greffes, donc qui peuvent bien absorber la magnésium, peuvent induire des carences en potassium. Mais généralement, les pépiniéristes qui vous fournissent les greffés soudés font bien leur travail et ont généralement le savoir-faire de façon à adapter le cépage au bon porte-greffe, surtout lorsqu'on se trouve dans des terrains calcaires du sud de la France. Par rapport au stade phénologique. Au stade phénologique, donc vous avez vu, les cépages influencent, le rendement influence et les stades influencent. Alors, la chance qu'on a, comme je vous disais déjà tout à l'heure, c'est que la vigne a été très très bien étudiée. Et on sait qu'aujourd'hui, une vigne, eh bien, elle, on connaît les ratios de consommation des éléments. Vous voyez, vous avez la magnésie, le phosphore, l'azote, la potasse, le calcium. Et donc, suivant le stade où on se trouve, on arrive à connaître les ratios, les besoins, en fin de compte, qu'une vigne peut avoir. Imaginons quand vous vous trouvez à Véraison, vous voyez que la potasse se met à être considérablement augmentée au niveau de la vigne. Vous voyez aussi que le calcium se met à être consommé de façon très importante. Donc, tout simplement, par rapport à ce genre de schéma, on va pouvoir adapter les plans de fertilisation. Alors, par contre, avant d'aller sur les plans de fertilisation, je vais vous parler des spécificités de la région, de cette grande région sud. On se trouve dans une région, voilà, celle-là par exemple, hein, où les eaux sont des eaux dures. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est une eau dure? Ben, je vais vous prendre deux exemples. Voilà des exemples
relativement courant d'eau dure. Vous voyez ici une eau de la vallée du Rhône, qui est une eau de forage, et ici une eau du canal du Baronne, donc il y en a pas mal qui doivent connaître. On se retrouve avec, vous voyez, des pH de l'eau, hein, donc 7,92 pour 8,26. Et donc la tendance, souvent, elle est de dire, ah, l'eau du Baronne a un pH plus élevé, donc elle est plus dure. Ce qui est faux, en fin de compte, parce que pour mesurer la dureté d'une eau, on va regarder la quantité de bicarbonate présent dans l'eau. Alors, les bicarbonates, ce sont des bases fortes, ce qu'on appelle vulgairement et très simplement, hein, le calcaire dissous dans l'eau. Voilà, associé généralement à du calcium ou un genre de choses. Mais les bicarbonates sont le reflet de la dureté d'une eau. Donc, vous voyez, même si le pH est plus bas, ici, dans cette eau du vallée du Rhône, cette eau-là a 218 mg de bicarbonate est une eau plus dure que celle-là qui en a que 183. Alors, l'avantage de ces eaux-là, c'est que, associé à ces bicarbonates, donc à CO3-, on a généralement une grande quantité de calcium. Ce qui est très bien, parce que vous avez vu que la vigne consomme beaucoup de calcium. Et elles ont généralement, ces eaux dures, aussi du magnésium lié. Donc des ions positifs liés aux ions négatifs. Donc en résumé, on a des eaux dans cette région-là à pH élevé, riches en calcium, avec un peu de magnésie, par contre qui sont chargées en bicarbonate, en calcaire dissous. Alors pourquoi je vous parle du calcaire dissous? Eh bien tout simplement parce que ces eaux dures, donc avantage calcium, magnésie, inconvénient, beaucoup de bicarbonate, de calcaire dissous. Alors ces bicarbonates, c'est eux qui vont être responsables, par exemple, du bouchage de vos circuits, petit à petit. Lorsque vous vous trouvez devant vos goûteurs et que vous voyez ce dépôt blanchâtre, donc de carbonate de calcium en sortie de goûteur, donc c'est le phénomène qui se passe lié au bicarbonate. Et c'est eux qui, petit à petit, du goûteur qui était à 2,5 litres hectare quand vous l'avez acheté, après quelques années d'arrosage, eh ben, se retrouve à 1,5 litre, et voire 1 litre, etc. Et donc, ce qui va faire que votre vigne ne va pas être irriguée de la même façon dans le haut de la parcelle que dans le bas de la parcelle, par exemple. L'autre désavantage de ces bicarbonates, c'est que vu qu'ils prennent beaucoup de place déjà dans l'eau, ils tiennent une place, hein, c'est 200 ou 300 mg de bicarbonate tiennent une place. Quand on veut y dissoudre des engrais, donc des sels, d'autres sels, eh bien, ils tiennent déjà une place. Donc, on a de la difficulté à les dissoudre. Donc, plus une eau est dure, plus ça va être difficile de dissoudre les engrais. Et puis, l'autre inconvénient de ces bicarbonates, si vous vous rappelez des notions de l'école, des bases fortes, des bases faibles, les acides forts, les acides faibles, lorsque les bicarbonates, les HCO3, sont une base forte. Ça veut dire que lorsqu'on va arroser, avec une eau qui contient des bicarbonates, on va avoir tendance à faire monter encore le pH du sol. Alors, dans un sol qui a un pouvoir tampon énorme, ça a peu d'influence, je suis d'accord. Par contre, c'est le cas typique, par exemple, dans les cultures hors sol, hein, vous prenez de la tomate hors sol ou de la fraise hors sol, et quand vous êtes dans des pains de ligne de roche ou des pains de coco, il faut impérativement dissoudre une partie de ces bicarbonates, sinon vous allez faire monter vos pH de pain et vous aurez des difficultés que je vais vous expliquer par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, tout simplement, il faudra arriver à en éliminer une partie, une grande partie de ces bicarbonates. Et pour ça, pour éliminer une base forte, il faut un acide fort. Et les acides forts, ben, il y en a que vous connaissez, à savoir l'acide nitrique, l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, qui sont des engrais, qui sont, pardon, des acides liquides, par contre, qui sont très corrosifs et très dangereux. Et on a une solution dont je vous parlerai à la fin, qui est le pecacide, un acide phosphorique poudre non corrosif. Donc, ça sera un des sujets. Ensuite, donc vous avez vu ces bicarbonates, c'est une spécificité des eaux calcaires de la région. Et ensuite, vous avez un constat à faire au niveau du sol. Vous avez sûrement fait déjà une multitude d'analyses de sol et on se retrouve avec des analyses de sol dont le pH est relativement haut, 8,5, 8,3, etc., avec une quantité de calcaire relativement importante. Et par contre, on trouve toujours une grande quantité de calcium, fort heureusement, et une quantité de potasse et de magnésie dans les sols. Ça, c'est les sols typiques.
Donc, en résumé, pour les sols, sol calcaire, niveau de calcium important, mais pH élevé. Alors, pourquoi je vous parle du pH élevé pour les sols? C'est tout simplement, lorsque l'on met une plante, enfin, lorsqu'une plante a ses racines dans un sol à pH élevé, et qui se retrouve, par exemple, comme dans les deux exemples avant, avec des pH de 8,5, on voit que certains éléments, la plante va avoir des difficultés à les consommer, à les absorber. C'est l'exemple, par exemple, du phosphore, à un moment. C'est l'exemple du fer, du manganèse, du bore, du cuivre, etc. Même si on les met en quantité importante dans le sol, la plante aura de la peine à les prendre. Donc la seule solution dans ce cas-là, c'est d'arriver à se retrouver dans des pH un peu plus bas, vous voyez, où là, on se retrouve avec l'ensemble des éléments qui sont relativement faciles à prendre par la plante. Alors pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Pour arriver à baisser très localement un pH de sol, il y a une solution qui peut être liée aux engrais, parce que le pouvoir tampon est tellement important, il faut le faire de façon très localisée. Je vais vous montrer quelque chose que vous connaissez déjà, vous connaissez sûrement le cycle de l'azote. De l'urée, on passe à l'ammoniac, de l'ammoniac au nitrate. Sachant que l'urée se transforme très très rapidement en ammoniac et que l'ammoniac va se transformer un peu moins rapidement en nitrate. Vous voyez que de l'urée, à 10 degrés, mis dans un sol, en un jour, elle sera transformée en ammoniac. Et par contre, l'ammoniac en nitrate, ça prendra un peu plus de temps. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'urée, par exemple, n'a pas d'effet sur le pH du sol. Par contre, sa transformation très rapide va faire que ça va se transformer en ammoniac. Et l'ammoniac est une solution pour avoir un effet de baisse du pH du sol et d'arriver à faire ça de façon très localisée, de façon à rendre les éléments que je vous ai montrés plus facilement assimilables par la plante. Par contre, la forme nitrate, elle, si on amenait des formes nitrates dans un sol, on aurait tendance à plutôt augmenter le pH du sol. Donc, exactement ce que l'on ne veut pas faire. Donc, en résumé, on a une eau dure avec des bicarbonates, il faudra en détruire une partie. Donc, pour ça, il faudrait avoir des engrais qui sont auto-acidifiants, qui acidifient, en même temps qu'ils apportent des éléments. Et vu qu'on a des sols à pH donc calcaire, il faudrait arriver à baisser localement ce pH de sol pour rendre les éléments plus disponibles. Et donc, on va faire le choix de prendre des engrais à base plutôt d'urée et d'ammoniac avec le moins possible de nitrate pour arriver à baisser localement ce sol-là. Et donc, ICL, il y a quelques années, a créé, enfin, une gamme spécifique pour ça. Pour ces spécificités-là, donc, ce sont des engrais NPK, vous voyez, 25-15-15, 15-5-30, 10-10-40, avec des équilibres azote, phosphore, potasse très particuliers, dans lequel on a mis le produit dont je vous parlerai après, qui est du pécacide, donc qui va rendre les produits auto-acidifiants. C'est un produit unique que l'on trouve que chez ICL, ce pécacide. Ils ont des pH, comme vous pouvez le voir, très acides. Donc ça tombe très bien parce qu'on a des pH de sol très élevés, non dangereux, non corrosifs, contenant uniquement, vous voyez, de l'ammoniac et de l'urée, pas de nitrate. Donc volontairement, tout simplement, encore une fois, raisonner par rapport à ces pH de sol. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'est des produits dont la solubilité est très importante. À savoir pourquoi aussi, je vais vous l'expliquer en un mot, vu que l'on met cet acide fort dedans, on va automatiquement détruire une partie des bicarbonates qui sont présents et donc laisser de la place, plus de place pour l'engrais qui va prendre, qui va se dissoudre plus facilement. Donc, le fait que l'on ait des engrais très solubles sont liés pratiquement exclusivement au fait qu'on a dedans du pécacide. Alors ensuite, vous allez me poser la question, ou j'aurai peut-être la question en fin de cycle, pourquoi utiliser des solides fixes si on peut utiliser des matières premières comme du chlorure de potasse, du MAP, etc. Eh bien tout simplement parce que l'on se retrouve ici, ici ou ici, la vigne, elle consomme au minimum, je dis bien,
les trois éléments en même temps. Les trois, voire plus, parce que le calcium, elle en consomme. Euh, les oligo-éléments, etc. aussi, mais ça, elle les trouve plus facilement. Mais elle consomme tous ces éléments-là, en proportions différentes, mais en même temps. Donc, il faut amener en même temps tous ces éléments-là à votre vigne. Par rapport à tout ce que je vous ai dit sur les spécificités, sur les besoins de la vigne, etc., on a bâti euh, certains plans de fertilisation pour répondre aux besoins de la vigne. Donc, pour expliquer quand, combien, et puis après, je vous dirai comment on fait. Donc, quand? On a ciblé principalement quatre stades. Donc, il y a le stade, on va dire, débourrement et après débourrement, un stade avant floraison, et un grand stade qui se trouve après la nourrisson jusqu'à pratiquement la maturité, où la vigne consomme d'une façon différente. Et puis, il y a un petit et dernier stade qui est en dehors, vous voyez, du graphique, et qui se trouve après la vendange. Je vous en parlerai rapidement parce que c'est aussi un moyen important pour la mise en réserve de la vigne. Alors, tous ces stades-là, on les retrouve ici. Donc, en plus des stades, il y a des critères d'ajustement. D'accord? La première chose à savoir, et il y a plusieurs écoles, c'est est-ce qu'on va encore utiliser un engrais au sol ou on ne met pas d'engrais au sol? Alors, au stade où on est aujourd'hui, votre choix, il a sûrement déjà été fait. Il y a sûrement eu de l'engrais au sol, peut-être d'appliquer, ou peut-être pas cette année, pour faire une impasse. Alors, si on a mis de l'engrais au sol, on va agir à deux moments. Enfin, trois avec celui qui est après récolte. Donc, un qui va se trouver juste avant floraison, et puis un qui va se trouver après nourrisson. D'accord? Si on n'a pas mis d'engrais au sol, par contre, on rajoute un stade qui se trouve, on va dire, de débourrement à feuilles étalées, et plus les trois autres stades. Ces critères d'ajustement, donc il y a le choix si on a mis de l'engrais au sol ou pas. Ensuite, il y a le fait de se dire, je veux faire moins de 10 tonnes ou je veux faire plus de 10 tonnes. Donc la volonté, elle va être d'amener les éléments de façon à aider la vigne à euh, arriver à produire un certain rendement. Donc évidemment, on ne va pas amener les mêmes quantités d'éléments si on veut faire moins de 10 tonnes ou plus de 10 tonnes. Ensuite, il y a la vigueur de la vigne qui rentre en jeu, où là, on va faire attention d'adapter aussi. On sait que dans certains terrains, on a de la vigne qui va être plutôt vigoureuse, donc là, on va adapter de façon à réguler. Alors, on a bâti, alors ça paraît compliqué, mais je vais rentrer dans le détail, on a bâti une petite feuille de route de façon à retrouver l'ensemble de ces critères et de faire un choix. Alors, je vais vous prendre un exemple. Imaginons, vous avez mis de l'engrais au sol. Là, j'ai mis 150 kg d'un 12,6,18 par exemple. Vous avez la volonté de faire moins de 10 tonnes hectare ou une vigne qui fait moins de 10 tonnes hectare pour la première année. Et c'est plutôt une vigne qui a une vigueur forte. Eh bien, on se retrouve ici. Donc, vous allez amener, donc si vous avez amené votre 150 kg de 12,6,18 par exemple, juste avant floraison, vous allez amener 25 kg hectare de solignurée fixe 25-15-15. Et lorsqu'on sera au stade grossissement des baies, en deux ou trois applications, suivant la taille de votre tank, par exemple, si vous avez un tank de fertilisation, on va amener 150 kg hectare de solignure fixe. Voilà un exemple. Un autre exemple pour comprendre aussi bien, imaginez que vous n'avez pas mis d'engrais au sol. On est ici, dans ce même tableau, c'est le même tableau, on se retrouve ici. Hop, pardon, j'ai été trop vite, j'en reviens en arrière. Donc, on se trouve ici, sans engrais au sol. Vous avez une vigne, par contre, où vous voulez faire plus de 10 tonnes hectare, et c'est une vigne qui a une vigueur plutôt moyenne. Donc on se retrouve ici, voilà. Donc 75 kg hectare de Solignon FX 25-15-15. Juste avant floraison, on repasse 75 kg hectare de Solignon FX 25-15-15. Et par contre, au grossissement des baies, en deux ou trois applications, suivant encore une fois la taille du tank, on met 175 kg de Solignon FX 15-5-30.
Donc voilà ce petit tableau qu'on a de disponible de façon à orienter, suivant le fait de mettre des engrais au sol, pas d'engrais au sol, d'avoir un rendement de moins de 10 tonnes ou plus de 10 tonnes, une vigueur faible, moyenne ou forte. Donc ça permet d'être orienté dans le choix des analyses de Solignon FX et puis surtout des quantités d'analyses de Solignon FX. Alors je vous parlais de cette quatrième période. La quatrième période, elle se trouve après les vendanges. Et après les vendanges, le but du jeu, quand on veut faire la mise en réserve, il faut arriver à tenir encore votre feuillage le plus longtemps possible, donc d'une façon ou d'une autre. Et une des solutions relativement simples, si on a le goutte à goutte, c'est de passer 50 kg/ha de Solignon FX, riche en azote, vous voyez, 25-15-15, dans les gouttes à gouttes. L'avantage aussi de passer ce type de produit-là en fin de culture, comme ça, c'est que, vu que ce sont des produits auto-acidifiants, on va nettoyer encore une fois l'ensemble des goutteurs par rapport au pÉcacide qui se trouve dedans. Donc on va nettoyer vis-à-vis des bicarbonates de calcium. Donc je vous parlais d'une fiche, justement, une petite fiche référence dans laquelle vous retrouvez le tableau dont je vous ai parlé et qui est à votre disposition de façon à vous orienter vers le choix et la quantité d'éléments tout au long de la culture et suivant les critères que l'on a vus. Alors comment? Comment? Tout le monde connaît le système de tank, bien évidemment, hein, où on crée une dépression pour que l'eau de la canalisation d'arrosage vienne piocher au fur et à mesure une certaine quantité d'éléments qui vont passer derrière. Donc on crée la dépression et le tank se vide de façon graduelle, on va dire. Une autre solution que j'ai vue dans certains, j'en parle à chaque fois, que j'ai vu dans certaines régions, où il y a des gens qui utilisent par exemple un vieux pulvé, ils prennent un pulvé ou un vieux pulvé, ils y font dedans une solution concentrée, donc ça veut dire par là, vous avez vu, suivant les produits, on peut dissoudre une certaine quantité d'éléments, ils mettent 200 kg par exemple de solénium FX, donc par exemple 25-15-15 dans le 1000 litres d'eau, dans le pulvé avec les agitateurs, donc ça leur fait une solution concentrée. Donc imaginez, vous avez 2 hectares à faire, à raison de, vous devez mettre 50 kg hectare, donc il vous faut 100 kg. Vous avez fait un volume de 1000 litres avec 200 kg, comme là, hop, solubilisé. Et donc vous allez vous connecter à votre vigne avec votre pulvé et vous injectez par exemple 500 litres. 500 litres de cette solution-là, et donc ça vous fera du 50 kg hectare. Et donc, comment c'est fait? Eh ben, c'est relativement simple, hein. Quand vous voyez si vous voyez les photos, le pulvé, ils viennent le relier à la canalisation principale, et là, ils vont injecter la quantité de liquide concentré avec l'engrais dedans déjà prédilué. L'avantage, c'est qu'on peut, euh, c'est relativement facile à bouger, parce c'est lié au tracteur, donc on peut aller d'une vigne à l'autre. C'est facile à calculer le dosage, parce qu'on a fait on a solubilisé le produit avant dans la cuve. Il n'y a pas de coût, parce que faut pas acheter un pulvé pour ça, ou alors faut en acheter un vieux. Il n'y a pas de coût mis à part ce système juste de connexion. Il n'y a pas de temps qui reste dans la vigne. L'engrais soluble, il est dissous généralement au lieu où on a stocké. On n'a pas besoin de mettre dans la voiture et d'amener ça autant que les sacs. Et puis surtout, on n'a pas besoin d'attendre le passage de l'engrais. Parce que là, on va injecter de façon très rapide, en fin de compte, dans le système, un engrais déjà liquide prédilué. On n'est pas obligé d'attendre plusieurs heures que la solubilisation se fasse à travers le temps. Pour illustrer l'ensemble de ces mots, je vais vous montrer quelques résultats officiels que l'on a fait il y a quelques années maintenant. On a pris, donc c'était à Beauvoisin, je n'ai pas marqué là, non. C'était à Beauvoisin, donc aussi, voilà, c'est marqué à Beauvoisin, dans le Gard, où la société AgroXP, qui est une société d'essai officielle, une station d'essai, a fait le comparatif entre de l'engrais au sol, 12,5-15 à 400 kg, donc 48, hein, 4 x 12,
4 fois 5, etc., 48, 20, 60. Et on a fait la même chose sur une vigne irriguée, où on n'a pas mis d'engrais au sol. Par contre, on a mis des solignons FX en 3 passages, comme indiqué, et on a mis exactement la même quantité d'unités, 48, 20, 60, exactement la même chose que là. Et évidemment, la vigne était irriguée sur la même borne, avec la même eau, et on a apporté exactement la même quantité d'eau sur cette vigne, sur les 2 parcelles qui étaient dans cette vigne. Voilà les résultats officiels. Donc c'était du Syrah, même à Bordeaux, vous voyez, 48, etc. La première année, où le viticulteur, donc là vous êtes en rendement hectolitre hectare, il faisait déjà, sur cette vigne-là, il faisait 111 hectolitres hectare. La première année, juste en passant de l'engrais au sol à de l'engrais à travers le goutte à goutte, il a augmenté ses rendements de 14%, donc de 111 à 127. La deuxième année, on a fait la même chose, où là, c'était une année un peu exceptionnelle pour lui, il a fait 142 hectos avec son engrais au sol, et là, avec Solignon FX, on est monté à 160 hectos, plus 12%. On a essayé de comprendre d'où venait ce rendement, cette amélioration de rendement. Donc on a mesuré, enfin, AgroXP a mesuré le poids des grappes. Donc, on s'est rendu compte que la première année, on a augmenté le poids des grappes, vous voyez, de 14%, de 217 grammes à 247 grammes. Et la deuxième année, de 220 grammes à 246 grammes. Tout ça pour dire que le fait d'amener les bons éléments au bon moment, on alimente sa vigne de façon bien plus ciblée, bien plus régulier, bien plus en fonction de ses besoins. Et donc, forcément, on se retrouve avec des rendements supérieurs. Alors, c'est aller au-delà, hein, bien évidemment, l'ensemble de ces mesures. Je vous passe tous les détails. L'azote dans les mots, la première année a été augmenté de 18%, la deuxième année de 16%. Alors, où on pensait avoir peut-être un effet négatif, c'était sur le degré potentiel, parce que lorsqu'on est à des niveaux de rendement à ce niveau-là et puis supérieur là, il n'y a pas eu de différence significative entre le degré. Qu'on soit au rendement du viticulteur ou au rendement des produits faits avec Solignon FX, il n'y a pas eu de différence. Et au moment où on l'a fait, on a comparé le rendement multiplié par le prix du vin à ce moment-là. On a fait ça donc avec le producteur. Sur la parcelle, la première année où il a mis Solignon FX, il a fait un gain de 1 310 € exactement hectare. Et la deuxième année, il a fait un gain de plus de 2 000 € de l'hectare. Et ça a été fait de façon officielle, pas par ICL, par une société indépendante. Le dernier point, maintenant que je voulais aborder, c'est sur un produit dont je vous ai déjà évoqué le nom, qui s'appelle Nova Pecacide. Et c'est, on va dire, la première chose peut-être à faire si vous voulez vous mettre à la fertilisation et que votre réseau, il n'a pas été entretenu, il a été traversé, on va dire, par une grande quantité de mètres cubes d'eau sans l'avoir nettoyé. Donc il y a une solution simple, non dangereuse, c'est surtout ça, qui est l'utilisation d'un produit qui s'appelle Nova Pecacide. C'est de l'acide phosphorique poudre, sans risque pour l'utilisateur. Ça veut dire par là qu'il n'a pas un effet corrosif. Ça veut dire que vous pouvez, c'est pas le but, mettre les mains dedans, etc. Et vous n'allez pas vous brûler, contrairement aux acides nitriques, par exemple. Donc, sans risque à la manipulation, hautement acidifiant, ça vous débloque tous les systèmes d'irrigation, ça détruit les précipités calcaires dans les goutteurs et ça vous garde le système d'irrigation propre. C'est pour ça qu'on en a introduit dans tous nos solignures FX, par exemple. Ce produit-là est un produit qui vous allez trouver systématiquement dans nos engrais complets. C'est extrêmement soluble. On peut dissoudre jusqu'à 670 grammes dans un litre d'eau. Donc, c'est extrêmement soluble. Et puis, ça vous amène, même si c'est insignifiant par rapport à la quantité dont on a besoin pour nettoyer un système, ça amène un peu de phosphore et de potasse. Je vais vous passer une petite vidéo. Alors, il va y avoir peut-être une pub, je crois.
Euh, Est-ce que je vais y arriver? Non, je peux y arriver. Peut-être enlever le pointeur, excusez-moi. Est-ce que je peux enlever? euh, ah, c'est bon, c'est pas grave. Vous pouvez retrouver cette petite vidéo sur Internet, dans YouTube. Vous tapez Nova Pkcid et vous allez voir l'abaissement de pH que ça peut engendrer. Voilà une illustration de ce que ça peut donner, hein, avant. Donc, et au bout de 15 minutes, on retrouve quelque chose de complètement nettoyé vis-à-vis du calcaire. Alors attention, je tiens à préciser que ce produit-là, mais comme la plupart des acides, fonctionne sur le calcaire, sur les bicarbonates. Si vous avez des algues vertes qui bougent vos goûteurs ou d'autres algues quelconques, l'action du pKcid est limitée. Hein, ça ne joue que sur la partie calcaire dans les canalisations. Donc on apporte un petit peu du P et du K. C'est introduit, comme je vous disais, dans tous nos engrais solubles, donc pour les rendre auto-acidifiants et les rendre plus solubles parce que ça vient détruire les bicarbonates présents dans l'eau. On en introduit une partie dans nos engrais foliaires pour que, lorsque vous utilisez nos engrais foliaires, automatiquement, ils vous baissent le pH de la bouillie. Parce qu'il est important, lorsque vous utilisez les fongicides, les insecticides, etc., de mettre ces produits de protection des plantes dans des situations où le pH de la bouillie est plutôt légèrement acide. Et donc, en utilisant nos engrais foliaires, ces derniers vont vous baisser automatiquement le pH. Et donc, la dernière utilisation, c'est le nettoyage des réseaux de façon non corrosive. Donc, ça veut dire que vous pouvez le mettre dans les tanks, même s'ils sont en ferraille, ça ne va pas venir vous corroder les parties métalliques. Alors, pareil, on a fait un petit tableau pour savoir combien on a injecté pour que ça fonctionne. Donc, en vigne, souvent, on a 4000 litres hectare, des 2 litres et demi heure. Eh bien, il suffit d'injecter 18 kilos de pKcid dans le système d'irrigation. Le but du jeu est le fait que de cette façon-là, il faut qu'au moins une solution à 5 grammes par litre reste en contact pendant 15 minutes des goûteurs, passe au niveau des goûteurs. Et de cette façon-là, on nettoie. En mettant ces 18 kilos, alors les gens, généralement, ils s'embêtent pas. Ils mettent un sac, c'est des sacs de 25 kilos, ils mettent 25 kilos hectare et on est sûr que c'est facile à mesurer. Enfin, il y a pas de sac à couper en deux, etc. et à peser, etc. On peut y mettre 25 kilos, il n'y a aucun risque de façon à nettoyer l'ensemble de ces goûteurs. Donc la petite fiche, elle est là, elle est à votre disposition et on retrouve le 4000 goûteurs à 2 litres et demi heure, voilà le 18 kg. J'en ai fini avec cette présentation et je vais m'adresser à mon collègue Johan maintenant pour savoir s'il y a quelques questions. Merci Jackie. Alors je voulais juste déjà remercier donc les auditeurs puisque tout le monde est resté vraiment jusqu'à la fin, donc ça c'est top. Merci beaucoup. Concernant les questions, alors effectivement j'en ai deux. Alors une première que tu as, je pense, répondu plus ou moins à la fin, mais je vais quand même la poser. C'est est-ce qu'il y a du pécacide dans vos engrais solubles? Alors, comme je l'ai dit, dans tous nos engrais solubles, notamment les séléniures FX pour la vigne, il y a une grande quantité de pKcid, tout simplement parce qu'on sait que les eaux qui sont utilisées sont des eaux calcaires, avec une grande quantité de bicarbonate, et le fait de mettre du pKcid dans les séléniures FX, par exemple, va faire que chaque fois qu'on va mettre de l'engrais, on va aussi garder les goûteurs propres. C'est le but du jeu. Voilà. Oui, donc dans tous les souligneurs FX et dans d'autres marques, on met du PKC et notamment dans les souligneurs FX en grande quantité volontairement. Et ensuite, une autre question qui concerne plutôt les mélanges. Donc la question est la suivante. Est-ce que peut-on, pardon, mélanger des engrais simples avec des engrais complets? Alors, bien évidemment, on peut le faire.
Alors là où il faut faire attention, c'est qu'il y a certains engrais, certaines matières premières, à savoir le nitrate de chaux, le nitrate de calcium, qui ont certaines propriétés qui font qu'ils sont peu mélangeables avec les produits qui contiennent du phosphore. Mais autrement, la plupart des autres, on va dire, sont mélangeables, en sachant que quand même, pour une vigne, les trois principaux séléniures FX dont je vous ai parlé ont été pensés de façon à répondre aux besoins spécifiques des différents stades de la vigne. Donc aujourd'hui, euh, on peut mélanger, à l'exception du nitrate de calcium, bien évidemment, mais en sachant qu'il y a beaucoup de calcium dans l'eau, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, on peut le faire pour les autres, mais avec peu d'intérêt parce qu'on va changer tous les équilibres Mm. dont on a parlé et qui ont été spécifiquement étudiés pour, notamment pour ces différents stades de la vigne. J'ai une question qui vient d'arriver, je pense d'un viticulteur, qui demande quel tarif approximatif aux 100 kilos pour le Pécacide et le Solignure FX et la gamme Alors, Solignure FX. alors, c'est difficile de répondre directement. L'idéal, c'est de s'adresser aux distributeurs, en sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des produits-là qui sont, pour le pécacide, vous voyez, utilisés à des très faibles doses hectares, 18 kilos par exemple pour les gouttes à gouttes, pour nettoyer des gouttes à gouttes. Donc ça fait des petites doses. Donc le coût est relativement faible. Et concernant les souligneurs FX, aujourd'hui un souligneur FX, que ce soit le 25-15-15, 10-10-40, etc., ce sont des mélanges de matières premières qui font que on n'a aucun intérêt à aller vers des matières premières parce qu'ils ont des coûts aujourd'hui industriels qui sont relativement faibles. Donc la personne qui a posé la question, je l'invite à se rapprocher de son distributeur Mm. parce que c'est les prix varient en fonction des équilibres, hein, mais le mieux c'est de s'adresser au distributeur qui lui donnera le meilleur prix possible. Mais ce sont des produits qui sont aujourd'hui peu coûteux. Très bien. Je vais voir si j'ai d'autres questions. Apparemment, non. Je n'ai pas d'autres questions dans le Q&A. Je pense qu'on a fini avec ce webinaire. Donc, je voulais remercier tout le monde Mm. présent. Vous voyez à Merci. l'écran nos deux numéros de téléphone et nos deux emails, donc Jacques Dumont et Joanne Guillermet. Si d'autres veulent avoir plus de renseignements, c'est avec plaisir. Et vous allez recevoir de toute façon la présentation que je viens de faire et l'ensemble des vidéos, de la vidéo de ce webinaire. Je m'excuse pour la petite vidéo sur le PKCID, mais vous pouvez les retrouver, parce qu'il y en a une multitude. Vous allez sur YouTube et vous tapez PKCID et vous allez trouver pas mal de vidéos sur PKCID et vous allez voir des mesures de pH, par exemple, avec des petites quantités de PKCID qui sont rajoutées dans l'eau et vous allez voir le phénomène d'acidification qui est relativement impressionnant avec ce type de produit-là. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir.